Le téléphone vibra exactement au moment où je disposais des photos de famille sur mon nouveau bureau. Ma main se tendit vers le cadre argenté avec notre photo commune prise à Nice, mais la vibration m'obligea à m'arrêter. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. D'ordinaire, je ne réponds pas aux appels de numéros inconnus. Trop de spam. Pourtant, quelque chose me poussa à faire glisser le doigt sur l'écran. Marina Leclerc. La voix à l'autre bout du fil sonnait officielle, presque froide. Ici Igor Bergman, chef du service de sécurité de votre centre d'affaires. J'ai besoin de vous rencontrer de toute urgence. En tête à tête. C'est très important. Je jetai un regard autour de moi, dans mon nouveau bureau. Les cartons de dossier étaient encore alignés contre le mur. L'odeur de peinture fraîche se mêlait à celle du cuir neuf du mobilier. Hier, Laurent et moi avions aménagé cet espace jusque tard dans la soirée. Mon nouveau bureau, au 23e étage d'un centre d'affaires prestigieux, en plein cœur du quartier d'affaires. Ce déménagement symbolisait une nouvelle étape. Mon cabinet juridique avait enfin pris assez d'ampleur pour que je puisse m'offrir une adresse représentative et un espace solide pour recevoir les clients. Quelque chose s'est-il passé ? Demandai-je, sentant la tension dans la voix de l'homme se transmettre à la mienne. Un problème avec les documents de location ? Non, pas avec les documents. Marina Leclerc, je vous en prie, venez maintenant. 3e étage, aile technique, à droite de l'ascenseur de service. Vous verrez le panneau du service de sécurité. Et encore une chose. Il marqua une pause. Le plus important. Pas un mot à votre mari. Ne lui dites absolument rien tant que nous n'aurons pas parlé. C'est crucial. Les tonalités furent brèves. Il raccrocha. Je restai immobile au milieu du bureau, le téléphone à la main, tandis qu'un frisson glacé me parcourait lentement le dos. Le téléphone à ne rien dire à Laurent, mon mari, l'homme avec qui je vivais depuis 14 ans. Je m'assis dans le nouveau fauteuil en cuir et regardais les photos que je venais à peine de commencer à disposer. Nous deux, Laurent et moi, au mariage de ma nièce, il y a 5 ans. Puis au bord de la mer à Nice, il y a 3 ans. Il m'enlace, nous rions tous les deux face à l'objectif. Et une photo plus récente encore. Le réveillon du Nouvel An dernier au restaurant. Moi en robe rouge, lui en costume, des flûtes de champagne à la main. Après la mort de ma mère, il y a 6 ans, c'est Laurent qui m'avait sorti du gouffre noir de la dépression. Pendant presque 6 mois, je n'avais pratiquement pas pu travailler. Les clients partaient. Je pensais que tout allait s'effondrer. Il me soutenait chaque jour, me persuadait de ne pas abandonner, m'aida à trouver un bon psychologue. Quand j'ai enfin pu reprendre le travail, il a pris en charge toute la routine domestique. Il cuisinait, faisait le ménage, les courses. Il répétait que je devais me concentrer sur la reconstruction du cabinet. Et je m'étais reconstruite. Mieux encore, en quelques années, la clientèle avait triplé. De gros clients étaient arrivés, des dossiers complexes, des honoraires solides. Il y a 6 mois, j'avais compris que travailler depuis un 2 pièces loué n'était plus acceptable. Les clients méritaient de mieux. Et voilà, un déménagement dans un centre d'affaires de classe A, un bureau personnel de près de 60 mètres carrés, des fenêtres panoramiques avec vue sur la ville. Tout le mois dernier, Laurent m'avait aidé pour ce déménagement. Il supervisait personnellement l'équipe de rénovation, choisissait les meubles, négociait avec les fournisseurs de matériel. Quand je me fatiguais des allers-retours et de la paperasse, il prenait en charge les questions d'organisation. « Toi, occupe-toi des clients », disait-il. « Moi, je m'arrange avec les prestataires. Occupe-toi des clients. » Hier soir, nous avions travaillé jusqu'à 23 heures, placé les meubles, accroché les tableaux, classé les dossiers. Je suis rentré chez nous vers 22 heures, et lui est resté pour finir les détails. Accrocher l'horloge, ranger les livres sur les étagères, vérifier que tout fonctionnait. Je me levai et fis quelques pas dans le bureau. Tout était parfait. Un bureau massif en bois sombre, un fauteuil confortable, des armoires à dossiers le long du mur, un petit espace de réunion avec un canapé et une table basse. Dans un coin se tenait un coffre-fort flambant neuf. Je l'avais acheté sur l'insistance de Laurent. « Tu travailles maintenant avec de gros clients », expliquait-il. « Il faut assurer un stockage fiable des documents et des contrats. Imagine si quelqu'un mettait la main sur des informations confidentielles de tes clients. » Le coffre-fort était cher,
allemand, avec une serrure électronique à code. Le code, je le connaissais seul. 1408. La date de notre mariage. Ou peut-être pas seulement moi. Je secouais la tête pour chasser ces pensées absurdes. Il devait y avoir une inspection dans l'immeuble, et le chef de la sécurité voulait prévenir les locataires. Ou un problème avec le système de sécurité. Les raisons possibles ne manquaient pas. Mais alors, pourquoi cette exigence étrange? Ne rien dire à mon mari? Le service de sécurité se trouvait dans l'aile technique du 3e étage, un endroit où les locataires ordinaires ne se rendaient pas. Je descendis par l'ascenseur de service, parcourus un couloir gris, longeant des portes avec des plaques, local électrique, ventilation, maintenance technique. Au bout du couloir était accroché un petit panneau, service de sécurité. La porte s'ouvrit aussitôt, à peine avais-je levé la main pour frapper. Igor Bergman. C'était inscrit sur son badge. Il m'accueillit sur le seuil. Igor Bergman. Un homme d'environ 55, peut-être 60 ans, aux cheveux gris coupés courts, au dos droit, au regard gris attentif. Un ancien militaire ou un homme des forces de l'ordre. Cela se lisait dans chacun de ses gestes. « Entrez, Marina Leclerc », dit-il en s'écartant pour me laisser passer, puis il ferma la porte à clé. Je tressaillis au claquement de la serrure. « Ne vous inquiétez pas. » Sa voix s'adoucit. « Je ne veux simplement pas que l'on nous dérange. Asseyez-vous, je vous prie. » La pièce était petite, mais remplie de matériel. Le long d'un mur s'étirait une longue table avec des ordinateurs et des moniteurs. Sur le mur opposé, de grands écrans étaient accrochés. J'en comptais une douzaine. Des images provenant des caméras de vidéosurveillance, le parking souterrain, les halls d'étage, les ascenseurs, les cages d'escalier, les couloirs. L'image changeait toutes les quelques secondes. Une odeur de café et d'électronique chauffée flottait dans l'air. Igor Bergman roula un fauteuil de bureau vers moi et s'assit lui-même devant un ordinateur. « Marina Leclerc, je comprends que ce que je vais vous montrer maintenant sera un choc. Mais vous devez le voir. Vous avez le droit de savoir. » Ma gorge se serra. Savoir quoi? Sans répondre, il alluma l'un des grands écrans. Une vidéo apparut. Mon bureau. Je reconnus la disposition des meubles, le tableau au mur, la vue par la fenêtre. Dans un coin de l'écran brillait la date. La veille et l'heure, 23h28. À ce moment-là, je rentrais déjà chez moi, écoutant la radio en voiture et pensant au lendemain. Sur l'enregistrement, Laurent entra dans le bureau. « Mon mari !» Il regarda autour de lui, sortit son téléphone, consulta l'écran, puis posa le téléphone sur le bureau. Ensuite, il s'approcha du coffre-fort. Je me penchai en avant, scrutant l'écran. Laurent tapa le code sur le panneau électronique du coffre. Avec assurance, sans hésiter. 4 chiffres. La porte du coffre s'ouvrit. Avec assurance. « Attendez !» l'interrompis-je, sentant ma voix trembler. « C'est une erreur. Je suis la seule à connaître le code. Je ne l'ai dit à personne. » « Regardez la suite », dit calmement Igor Bergman. Laurent sortit du coffre une épaisse chemise de contrat. J'y conservais les accords avec mes clients clés. Des documents strictement confidentiels. Il ouvrit la chemise sur le bureau, commença à feuilleter les pages, s'arrêtant de temps à autre pour photographier des feuilles avec son téléphone. Méthodiquement, calmement, manifestement conscient de ce qu'il cherchait. Après avoir photographié les documents, il remit la chemise à sa place. Puis, il alluma mon ordinateur. Je vis l'écran s'illuminer. Laurent sortit une clé USB de sa poche et l'inséra dans le port. « Votre ordinateur est protégé par un mot de passe ?» demanda Igor Bergman. « Oui, bien sûr. » Je ne pouvais détacher mon regard de l'écran. Un mot de passe complexe. 12 caractères. Il le connaît. Sur l'enregistrement, Laurent tapait sur le clavier, regardait l'écran, attendait, puis tapait de nouveau. Il travailla environ 5 minutes, peut-être 7. Enfin, il retira la clé USB, éteignit l'ordinateur, repoussa soigneusement le fauteuil à sa place. Je pensais que l'enregistrement s'arrêterait là. Mais Laurent ne partit pas. Il sortit son téléphone, composa un numéro et porta l'appareil à son oreille. Il n'y avait pas de son sur la vidéo, mais je voyais ses lèvres bouger. Il parla longtemps, 3 minutes, peut-être 4. D'abord, il conversait simplement,
Puis il se mit à dicter quelque chose en regardant un carnet posé devant lui. Des chiffres, à en juger par le mouvement de ses lèvres. Beaucoup de chiffres. Et il souriait. Mon Dieu, il souriait en dictant ces chiffres. Puis il raccrocha, rangea le carnet, jeta un dernier regard autour du bureau, éteignit la lumière et sortit. L'enregistrement prit fin. Je restais assise, incapable de bouger. Un bourdonnement emplissait mes oreilles. Assise. Nous avons l'enregistrement audio de cette conversation, dit Igor Bergman. Voulez-vous l'écouter? Je hochai la tête, sans faire confiance à ma voix. Il appuya sur un bouton. La voix de Laurent sortit des haut-parleurs. Une voix familière, reconnaissable jusqu'à la dernière intonation. Oui, tout a marché. J'ai l'accès. J'ai enregistré les données de tous les gros clients. Nom, montant des contrats, conditions, échéances. Oui. Et j'ai aussi copié la base de données de l'ordinateur. Je te dis, maintenant on a toutes les informations. Je dicte les numéros de compte des principaux clients. S'ensuivit une litanie monotone de chiffres, de longs numéros de comptes bancaires. J'en reconnaissais certains. C'étaient les comptes de mes clients, avec lesquels je travaillais par procuration, pour lesquels je montais des opérations et menais des négociations avec les banques. L'enregistrement se termina. Je me couvris le visage de mes mains. « Ce sont bien les numéros de compte de vos clients, n'est-ce pas » demanda Igor Bergman. « Oui, » murmurai-je. « Mais comment a-t-il pu » Marina Leclerc, je dois vous montrer autre chose. Ce n'est pas la première fois. Il ouvrit un autre dossier d'enregistrement. Sur l'écran, de nouveau mon bureau, mais vide, sans meubles. La date. Il y a 2 mois. C'était lorsque vous étiez venu visiter les locaux avant la location, vous vous souvenez? Je m'en souvenais. Laurent et moi étions venus ensemble, nous avions parcouru les pièces vides, discuté de l'agencement des meubles, de l'emplacement des tableaux. Sur la vidéo, Laurent entrait seul dans le bureau. Il longeait les murs, photographiait avec son téléphone. Il s'approchait des fenêtres, filmait la vue, s'arrêtait à différents endroits de la pièce et notait quelque chose dans un carnet. « Il est venu ici 3 fois sans vous, » dit Igor Bergman. Prétendument pour prendre des mesures, vérifier la ventilation. Bergman. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention. Mais après hier, j'ai décidé de vérifier les archives. Il me montra encore 2 enregistrements. Laurent parlait au téléphone, debout près de la fenêtre. Il gesticulait, visiblement nerveux. Sur une autre vidéo, il photographiait quelque chose dans un coin, là où le système de ventilation fut ensuite installé. Mais pourquoi ferait-il tout ça? Je secouais la tête, tentant de comprendre ce que je voyais. Nous avons une famille normale, de bonnes relations. Nous sommes ensemble depuis 14 ans. Je lui faisais confiance. Je lui fais confiance. Ma voix se brisa. Igor Bergman me servit de l'eau au distributeur et me tendit un gobelet. Buvez et écoutez-moi attentivement. J'ai travaillé 28 ans dans les services, dont les 10 dernières années à la lutte contre la criminalité économique. Croyez mon expérience. Ce que fait votre mari n'est ni spontané ni ponctuel. C'est un système, un schéma réfléchi, rodé. Il agit avec trop d'assurance. Il connaît les codes d'accès, les mots de passe. Il connaît la configuration du bâtiment, l'emplacement des caméras. Mais pas toutes, ajouta-t-il. Il en a manqué une. Une caméra dissimulée dans une grille de ventilation décorative au-dessus de la porte. Elle n'a été installée que le mois dernier comme mesure de sécurité supplémentaire dans tous les bureaux de haut niveau. C'est elle qui a enregistré ses actions près du coffre. Je regardais l'écran, figé sur l'image de mon mari, téléphone à la main. « Que dois-je faire » demandai-je. « Pour l'instant, rien. » La voix d'Igor Bergman devint dure, autoritaire. « Le plus important, ne montrez rien. Comportez-vous absolument normalement, comme si vous ne saviez rien. Je vais analyser tous les enregistrements, vérifier les communications téléphoniques, tenter de comprendre à qui il transmet ces informations et pourquoi. Il me faut 2 ou 3 jours, 1 semaine au maximum. Et pourquoi? Mais s'il se rend compte que vous êtes au courant, alors, murmurai-je. Alors il peut détruire les preuves, ou passer à des actions actives. Marina Leclerc, il a clairement un plan sérieux. On ne collecte pas ce genre d'informations sans raison. Vous possédez une entreprise prospère,
Vous avez des biens immobiliers, des comptes, l'accès aux données de clients fortunés. S'il a préparé le terrain pendant des mois, photographié des documents, copié des bases de données, j'ai vu beaucoup de montages frauduleux. Croyez-moi, ça sent très mauvais. Il sortit une carte de visite et me l'attendit. Mon numéro personnel est au dos. Appelez à toute heure si vous ressentez un danger ou remarquez quelque chose d'étrange. Et souvenez-vous, pas un mot à personne, même pas à votre meilleur ami, même pas à la famille. C'est clair? Je pris la carte et la glissai dans la poche de ma veste. J'essaierai, dis-je, mais je ne sais pas si j'en serai capable. Vous y arriverez. Il me regarda droit dans les yeux. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Je reconnais ce genre de personne. Vous faites partie de celles qui n'abandonnent pas. Je me levai lentement. Mes jambes étaient molles. Ma vision se brouillait. Vous allez y arriver? Il m'observa attentivement. Vous pourrez retourner à votre bureau? Oui, merci. Le couloir me parut interminable. J'avançais lentement, une main appuyée contre le mur. J'appelais l'ascenseur. Je me plaçais face à la paroi miroir et regardais mon reflet. Visage pâle, pupilles dilatées, mains tremblantes. Impossible de se présenter ainsi au bureau. Les gens comprendraient tout. Je sortis ma trousse de maquillage de mon sac, retouchai mon maquillage, repassai du rouge à lèvres, redressai les épaules, pris plusieurs grandes inspirations. Il fallait se ressaisir, agir normalement, travailler, recevoir les clients, sourire. Comme si rien ne s'était passé. L'ascenseur s'arrêta au 23e étage. Rien ne s'était passé. Je sortis, parcourus lentement le couloir jusqu'à mon bureau, ouvris la porte, m'assis dans le fauteuil, regardai le coffre-fort dans le coin, l'ordinateur, les chemises de documents. Tout cela, il l'avait touché, tout examiné, photographié, copié. Le téléphone sonna une vingtaine de minutes plus tard. Laurent. Je fixai longtemps l'écran avant de répondre. Marina, salut, mon soleil. Sa voix était si chaleureuse, si familière. Comment ça va? Tu ne t'ennuies pas dans ton nouveau bureau? Ça va, répondis-je, en m'efforçant de garder une voix neutre. Je trie des papiers. Bravo. Écoute, je vais rentrer tard aujourd'hui. Une réunion imprévue, ça peut traîner jusqu'à 9 heures. Tu t'en sortiras toute seule? Je peux t'aider pour quelque chose? Il y avait de la sollicitude dans sa voix, une sollicitude sincère d'époux aimant. Ou bien était-ce toujours un jeu, et moi j'y croyais aveuglément? Je m'en sortirai, répondis-je brièvement. Tu es sûr? Ta voix est étrange. Tu n'es pas malade? Mon Dieu, même maintenant, il jouait le mari attentionné. Tout va bien, je suis juste un peu fatigué. D'accord, mais ne reste pas trop tard. Rentre à la maison, repose-toi. Je viendrai plus tard. On dînera ensemble. Je t'aime. Moi aussi, répondis-je machinalement, avant de ressentir aussitôt une vague de nausée à ces mots. Après avoir raccroché, je m'assis à mon bureau et me cachai le visage dans les mains. 14 ans. 14 ans de vie avec cet homme. Je lui préparais le petit déjeuner, lavais ses chemises, discutais de l'avenir. Je partageais mes peurs, mes rêves, mes espoirs. Je m'endormais près de lui, me réveillais à son souffle. Je l'embrassais, je l'aimais. 14 ans. Et pendant tout ce temps, je ne savais pas qui il était réellement. Sur le bureau reposait une pile de contrats de l'ancien cabinet. Il fallait les trier, les classer. Je tendis la main vers la chemise du dessus et soudain me figeai. Il y a 1 mois. Je tendis la main vers... Laurent m'avait apporté des documents à signer. Marina, avait-il dit en s'asseyant à côté de moi sur le canapé, j'ai consulté un juriste que je connais. Il dit que tu devrais optimiser ta fiscalité. Si tu fais passer une partie des opérations dans une entreprise individuelle séparée, tu pourras économiser jusqu'à 20%. Laisse-moi tout organiser. Je trouverai un spécialiste, on préparera les documents. Je me souvenais de ma joie. 20%. C'était une somme considérable. Et Laurent, comme toujours, se montrait attentionné, pensait à notre budget familial. Bien sûr, avais-je répondu alors. Merci, mon cœur. 1 semaine plus tard, il m'avait apporté un dossier complet. Actes constitutifs, déclarations, attestations diverses.
beaucoup de pages. Je les avais parcourues, en diagonale, signées là où il fallait. À quoi bon lire en détail quand on fait confiance? Où étaient ces documents maintenant? Je fouillais fébrilement les dossiers dans l'armoire. Voilà, trouvé. Une chemise épaisse avec l'inscription « E.I. Leclerc, monsieur ». Je l'ouvris et me mis à lire. Certificat d'immatriculation de l'entreprise individuelle. Extrait du registre. Tout était à mon nom. Ma signature au bas de chaque document. Mais l'adresse d'enregistrement, je la lus une fois, une deuxième, une troisième. Ce n'était pas notre adresse, même pas celle de l'ancien bureau. C'était une rue quelconque à la périphérie de la ville, dans un quartier résidentiel. Rue Vostochnaya, numéro 12, appartement 41. Je n'y avais jamais mis les pieds. Je n'avais jamais entendu parler de cette rue. Mes mains se mirent à trembler. J'ouvris précipitamment les cartes sur mon téléphone, saisis l'adresse. Un immeuble banal de 9 étages, en panneaux, de la fin des années 80. Rien de particulier. Un quartier dortoir ordinaire. Qui vivait là? Et pourquoi Laurent avait-il indiqué cette adresse dans mes documents? Je fis défiler les pages, les coordonnées bancaires de l'entreprise individuelle. Le compte était ouvert dans la même banque que celle de mon activité principale. Seulement, je ne me souvenais absolument pas avoir reçu la moindre notification concernant l'ouverture de ce compte. Puis, vinrent des contrats. Je commençai à lire et sentis le froid m'envahir tout le corps. Des contrats de location, d'un local, à l'adresse. Je relus l'adresse et faillis laisser tomber la chemise. C'était un local dans ce même centre d'affaires, au 21e étage, juste en dessous de moi. Le contrat était établi au nom de mon entreprise individuelle, signé un mois plus tôt. Mais je n'avais loué aucun local. Je n'en savais absolument rien. Je saisis mon téléphone, prêt à appeler Igor Bergman. Mais je m'arrêtais. Non. D'abord, je devais comprendre par moi-même. Aller à cette adresse rue Vostochnaya, voir quel genre d'appartement c'était, peut-être découvrir qui y vivait, et aussi descendre au 21e étage, voir quel local était soi-disant loué en mon nom. Je regardais l'heure. 2h30 de l'après-midi. Il restait encore du temps avant le soir. Je pouvais aller à la périphérie, revenir, puis vérifier le 21e étage. Le soleil brillait derrière la fenêtre. La ville vivait sa vie ordinaire. Les voitures circulaient sur l'avenue, les gens marchaient sur les trottoirs. Et sous mes pieds, tout mon monde s'effondrait. Je me levai, pris mon sac, verrouillai le bureau. Dans l'ascenseur, je croisais de nouveau mon reflet. Pâle, le regard vide. Il fallait tenir bon. Il fallait connaître la vérité. Aussi terrible soit-elle. En sortant du centre d'affaires, je m'arrêtais sur les marches, inspirant l'air frais. Ma voiture se trouvait au parking souterrain, mais je n'avais aucune envie d'y aller. Pour une raison obscure, cela me semblait dangereux. Comme si Laurent avait pu faire quelque chose aussi à la voiture. Je hélai un taxi. Je dictai l'adresse rue Vostochnaya. Le chauffeur hocha la tête et démarra. Nous roulâmes environ 40 minutes. Le chauffeur du centre vers la périphérie, à travers toute la ville. Je regardais par la fenêtre et pensais à ces 14 années, à la façon dont Laurent était entré dans ma vie, à la façon dont nous nous étions rencontrés. Mon Dieu! Mais comment nous étions-nous rencontrés? Je fouillais ma mémoire. Il y a 14 ans, j'étais étudiante en droit, en dernière année. Je travaillais en parallèle dans un petit cabinet pour acquérir de l'expérience. Et puis un jour, il était venu dans notre bureau. Comme client. Il avait besoin d'une consultation pour un contrat quelconque. C'est moi qui l'avais conseillé. Ensuite, il m'avait invité à prendre un café, puis à dîner. 6 mois plus tard, il m'avait demandé en mariage. Tout avait été si romantique, si juste, si pratique pour lui. Mon Dieu. Avait-il tout planifié dès le départ? Il y a 14 ans déjà? Mais pourquoi? À l'époque, je n'étais personne, une simple étudiante. Je n'avais rien. Ou peut-être que si. Je me souvins. À ce moment-là, maman venait de vendre l'appartement de ma grand-mère. Une belle somme. Nous avions prévu d'ouvrir notre propre affaire, un cabinet juridique. Je parlais de ces projets. À Laurent. Lors de notre 3e rendez-vous, il me semble. Je partageais mes rêves.
et lui écoutait, souriait, me soutenait. Et 1 an plus tard, lorsque nous nous sommes mariés, maman m'a donné l'argent pour lancer l'activité. La moitié de la somme issue de la vente de l'appartement. De l'argent conséquent pour l'époque. Laurent était là. Il aidait, conseillait, orientait. Mon Dieu. Tout cela était planifié depuis le début. On est arrivé, dit le chauffeur. Je regardais par la fenêtre. Un quartier dortoir ordinaire. Des immeubles de 9 étages en panneaux, une aire de jeu. Un magasin au rez-de-chaussée de l'un des bâtiments. Calme, presque provincial. Le numéro 12 se trouvait 3e à partir de l'angle. Gris, décrépit, avec des vitres cassées dans l'entrée. Je sortis de la voiture, payais. Avec des vitres cassées, m'approchais de l'entrée. Il n'y avait pas d'interphone. Hors service, manifestement depuis longtemps. La porte s'ouvrit facilement. À l'intérieur, une odeur d'humidité et de chat. Des graffitis sur les murs, des détritus par terre. Je montai l'escalier jusqu'au 4e étage. Appartement 41. Je restais devant la porte sans oser sonner. Que dirais-je? Qui étais-je? Pourquoi étais-je venu? Mais j'appuyai quand même sur la sonnette. Personne n'ouvrit pendant un long moment. Puis des pas se firent entendre, la serrure cliqueta. La porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaîne. Dans l'entrebâillement apparut le visage d'une femme d'environ 35 ans. Cheveux blonds clair teint, visage fatigué, regard méfiant. « Vous cherchez qui ?» demanda-t-elle. « Bonjour, tentai-je de sourire. Désolé de vous déranger. Je m'appelle Marina. C'est au sujet d'une immatriculation. Voyez-vous, je dois vérifier une adresse. » La femme fronça les sourcils. « Quelle adresse? Je ne comprends pas. » Cette adresse figure dans les documents de mon entreprise individuelle, mais je n'ai jamais vécu ici et je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Le visage de la femme changea, devint méfiant. « Ah, je vois, encore une. » Elle esquissa un sourire ironique. « Entrez. » Elle retira la chaîne, ouvrit la porte. J'entrai dans l'entrée. Un appartement ordinaire, petit, propre, avec une odeur de bortsch et de lessive. « Allez dans la cuisine, » dit la femme. Nous nous assîmes à la table. Elle sortit des cigarettes, alluma. « Donc, encore une histoire d'adresse, » dit-elle en expirant la fumée. « Laissez-moi deviner. Vous avez récemment enregistré une entreprise individuelle, sans trop savoir comment, et soudain, il s'avère que l'adresse est la nôtre. » Je hochai la tête. « Vous êtes la 3e en 1 mois, » dit la femme. « La première est venue il y a environ 3 semaines. Une femme plus âgée, très effrayée. Elle disait que son mari avait tout fait en son nom, sans qu'elle soit au courant. La seconde est venue la semaine dernière. Jeune, elle aussi complètement sous le choc. Mon cœur s'effondra. Donc, je ne suis pas la seule, murmurai-je. Non, pas la seule. La femme écrasa sa cigarette. On utilise mon appartement comme adresse de domiciliation massive. Je suis même allé à la police, mais ils ont dit que ce n'était pas un crime si les documents étaient correctement établis. Que c'était votre problème, pas le leur. Mais comment? Comment est-ce possible? Comment voulez-vous que je le sache? Elle haussa les épaules. Quelqu'un vend sûrement des adresses ou falsifie des documents au nom des propriétaires. L'appartement est en location longue durée, j'y vis depuis 5 ans. La propriétaire est quelque part à l'étranger, ça lui est égal. Et pendant ce temps, quelqu'un utilise l'adresse. Ces femmes, parvins-je à dire, ont-elles parlé de leur mari? Comment s'appelait-il? L'une a dit que son mari s'appelait Laurent, répondit la femme. L'autre n'a pas donné de nom. Et vous, le vôtre s'appelle aussi Laurent? La pièce se mit à tourner. Je m'agrippais au bord de la table. Encore 2 femmes. Encore 2 victimes. Comme moi. Vous ne vous sentez pas bien? La femme se pencha vers moi. Je vous apporte de l'eau? Oui. S'il vous plaît. Elle me versa un verre d'eau, je le bus d'un trait. Merci, murmurai-je. Désolé de vous avoir dérangé. Oh, ce n'est rien, je m'y suis habitué. Elle ralluma une cigarette. Si vous voulez, je peux vous donner le numéro de la femme qui est venue la première. Elle m'a laissé son contact, m'a demandé de l'appeler si quelqu'un d'autre se présentait. Peut-être que ce sera plus facile pour vous d'y voir clair ensemble.
Je hochai la tête, notai le numéro, la remerciai. Sortis de l'appartement sur des jambes flageolantes. Descendis, sortis dans la rue. M'adossai au mur de l'immeuble. Descendis, sortis mon téléphone. Encore 2 femmes. Peut-être plus. Combien sommes-nous? Je restai là, devant l'immeuble de la rue Vostochnaya, à fixer le numéro inscrit sur mon téléphone. Mes doigts tremblaient tellement que j'avais du mal à le tenir. Composer ce numéro. Appeler une femme inconnue et dire « Bonjour, mon mari s'appelle aussi Laurent, et lui aussi me trompe. » Mais je composais. Les sonneries. Longues, interminables. J'allais raccrocher quand on décrocha. Allô. Une voix de femme, méfiante. Bonjour, je m'appelle Marina. La femme de la rue Vostochnaya m'a donné votre numéro. Elle a dit que vous étiez venu, vous aussi, à propos de l'adresse d'enregistrement. Un silence. Une respiration lourde dans le combiné. Votre mari s'appelle aussi Laurent? Demanda la femme. Oui. Mon Dieu. Sa voix trembla. Alors nous sommes vraiment nombreuses. Où êtes-vous en ce moment? Rue Vostochnaya. Je viens de sortir de chez cette femme. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai besoin de vous parler. De toute urgence. J'ai des informations dont vous aurez besoin. Nous convînmes de nous retrouver 1 heure plus tard dans un café, près du centre. Un endroit neutre, fréquenté. Je pris un taxi et repartis vers la ville. Tout le trajet, je regardais par la fenêtre et tentais de comprendre ce qui se passait. Mon mari ne me trompait pas seulement moi. Il y avait au moins 2 autres femmes dans la même situation. Peut-être plus. Il faisait établir des documents à leur nom, enregistrait des entreprises, les utilisait pour ses propres montages. Mais la question principale restait sans réponse. Pourquoi? Que préparait-il? Quel était son objectif final? Le café était petit, chaleureux, presque vide à cette heure de la journée. Je commandai un thé, m'assis à une table près de la fenêtre. La femme arriva 10 minutes plus tard. Je la reconnus immédiatement, bien que je ne l'ai jamais vue auparavant. Plus tard. Quelque chose dans l'expression de son visage, dans sa posture tendue, dans son regard traqué. Elle avait l'air exactement comme je me sentais. Une 40aine d'années, peut-être un peu plus. Des cheveux foncés attachés en queue de cheval, un visage pâle sans maquillage, des vêtements chers mais froissés. Elle regarda autour d'elle, me vit, hocha la tête et s'approcha. « Marina ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face de moi. « Oui. Et vous êtes Sophie ?» Elle joignit les mains sur la table. « Pardonnez-moi, je ne sais même pas par où commencer. » « Moi non plus, avouai-je. Tout cela ressemble à un cauchemar. » La serveuse apporta mon thé, Sophie commanda un café. Nous restâmes silencieuses jusqu'à ce que la jeune femme s'éloigne. « Quand l'avez-vous découvert ?» demanda Sophie à voix basse. « Ce matin. Le chef de la sécurité m'a montré une vidéo. Hier soir, mon mari est entré dans mon bureau, a ouvert le coffre-fort, copié des données confidentielles. Il a transmis à quelqu'un des informations sur les comptes de mes clients. » Sophie ferma les yeux. « J'ai une histoire semblable, sauf que je l'ai découvert il y a 2 semaines. Par hasard. Je suis tombé sur ses messages dans son téléphone. Il l'avait oublié à la maison, et on l'a appelé de son travail. Je voulais le prévenir. » Elle s'interrompit. « Bref, j'ai vu un message. Il discutait avec quelqu'un d'un montage financier. Il mentionnait des montants, des pourcentages, des délais. Et mon nom. Mon nom revenait sans cesse. Vous lui en avez parlé? J'ai essayé. » Sophie esquissa un sourire amer. Il a tout nié. Il a dit que j'étais paranoïaque, que j'avais mal compris, que c'était une correspondance professionnelle sans rapport avec moi. Puis il m'a accusé de manque de confiance, a fait une scène, ne m'a pas parlé pendant 3 jours. J'ai presque fini par croire que je m'étais trompé. Mais ensuite, je suis allé chez le notaire vérifier les documents de notre appartement. Et l'appartement a été réenregistré, il y a 2 mois. Soi-disant, j'aurais signé une donation en sa faveur. Mais je ne l'ai jamais fait. Je n'ai signé aucun document. La voix de Sophie monta, puis elle se reprit, baissa le ton. « Pardon, je n'arrive toujours pas à y croire. » La serveuse apporta le café. Nous nous tûmes de nouveau. « Moi aussi, j'ai des documents que je ne me souviens pas avoir signés, dis-je.
L'enregistrement d'une entreprise individuelle à une adresse inconnue. La location d'un local dont j'ignorais l'existence. Et ce n'est que ce que j'ai déjà trouvé. J'ai peur d'imaginer ce qui peut encore apparaître. Sophie sortit une chemise de son sac et la posa sur la table. J'ai rassemblé tout ce que j'ai pu trouver pendant ces 2 semaines. Je voulais aller à la police, mais l'avocat a dit que je n'avais aucune preuve. Les signatures sur les documents sont authentiques. Donc, juridiquement, c'est moi qui ai tout signé. Le fait que je ne m'en souvienne pas n'a aucune importance du point de vue de la loi. Mais c'est un faux, une escroquerie. Prouvez-le. Sophie ouvrit la chemise. Regardez, l'acte de donation de l'appartement, ma signature, authentifiée par un notaire, date, le 16 octobre. Ce jour-là, j'étais en déplacement professionnel à Lyon. Voici les billets, voici les factures de l'hôtel. En apparence, un alibi en béton, n'est-ce pas? Je hochai la tête. Mais l'avocat a dit que le notaire pouvait être venu chez moi la veille, que j'avais pu signer les documents à l'avance et qu'ils avaient été enregistrés plus tard, ou que j'avais signé par procuration, ou encore que c'était un autre notaire, ailleurs, et que la date du 16 octobre avait été apposée a posteriori. Une multitude de versions, toutes parfaitement légales. Mon Dieu, murmurai-je. Donc il a tout prévu dans les moindres détails. Pas lui, eux. Je tressaillis. Prévu dans les moindres détails. Qu'est-ce que tu veux dire, eux? Sophie se pencha vers moi, baissant la voix jusqu'au murmure. J'ai trouvé des échanges dans son ordinateur. Il n'est pas seul. Il a un partenaire. Peut-être même plusieurs. Ils travaillent ensemble. Ils choisissent des femmes, gagnent leur confiance, se marient avec elles ou entretiennent des relations longues. Ils obtiennent l'accès aux finances, aux documents, aux entreprises, et ensuite, ils transfèrent tout à leur nom et disparaissent. J'eus le souffle coupé. Tu es sûr? Absolument. J'ai vu les échanges. Ils y parlent des objets. C'est comme ça qu'ils nous appellent. Des objets. Chacune se voit attribuer un numéro. Moi, je suis le numéro 7. Dans les messages, il est question de 6 avant moi et de 3 après. 10 femmes au total. Peut-être même plus. La pièce se mit à tourner. Je m'agrippai au bord de la table. Tu te sens mal? Sophie me tendit un verre d'eau. Bois. Je pris quelques gorgées. L'eau froide me brûla la gorge. Tu as ces échanges? Demandai-je. Tu peux me les montrer? J'ai fait des captures d'écran. Voilà. Sophie sortit son téléphone, ouvrit la galerie et se mit à faire défiler les images. Je regardais l'écran en sentant le froid m'envahir de l'intérieur. Des messages dans une messagerie quelconque. Le contact était enregistré simplement sous la lettre V. Des messages courts, secs. Objet 7. Prêt pour la finalisation. Documents établis, appartement réattribué, compte sous contrôle. Dans 1 mois, on peut clôturer. Parfait. Objet 8 avance selon le plan. Là, le business sera plus conséquent, ne te presse pas. Tout est OK. Elle a déjà commencé à réenregistrer les actifs. Elle dit que c'est pour l'optimisation fiscale. Excellent. Le numéro 9 est aussi une bonne perspective. Juriste, bureau personnel, base de clients. J'ai déjà commencé la préparation. Dans quelques mois, je prends contact. Je lisais, et je n'en croyais pas mes yeux. Objet 9. Juriste. Je lisais, c'était moi. C'était de moi qu'il s'agissait. De quand datent ces messages? Demandai-je d'une voix rauque. Les derniers datent d'il y a 1 semaine. J'ai copié toute la correspondance sur 3 mois. Je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin. Il a changé le mot de passe de l'ordinateur. Tu sais qui est ce V? Non. Mais je pense que c'est précisément ce partenaire. Le coordinateur, en quelque sorte. Laurent est l'exécutant, et ce V est le cerveau de l'opération. Je bus une gorgée de thé, essayant de me calmer et de mettre de l'ordre dans mes pensées. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demandai-je. « Pour l'instant, je ne sais pas. L'avocat dit qu'il faut des preuves plus solides. Les échanges, c'est bien, mais ils peuvent les juger insuffisants. Il faut des témoins, des enregistrements de conversation, des documents financiers prouvant l'escroquerie. Et je n'ai pas ça. Moi, j'ai un enregistrement vidéo, dis-je. Des caméras de surveillance. On y voit comment il ouvre mon coffre-fort, copie des données, transmet des informations par téléphone. Les yeux de Sophie s'illuminèrent.
C'est excellent. C'est déjà quelque chose. Peut-être que si nous nous unissons, nous pourrons rassembler des preuves sur l'ensemble du réseau. Retrouver les autres femmes, ces fameux objets. Ensemble, nous serons plus fortes. Je hochai la tête. D'accord. Mais comment les trouver? Nous savons seulement qu'elles existent. Pas de nom, pas d'adresse. Dans les échanges, il est fait mention de certains détails. Des villes, des professions. L'une des femmes est propriétaire d'un salon de beauté à Paris. Une autre est comptable dans une grande entreprise, quelque part dans la banlieue de Bruxelles. La troisième? Sophie réfléchit. Il me semble qu'elle est enseignante ou médecin, je ne me souviens plus exactement. On peut essayer de chercher via les réseaux sociaux, les forums. Ça prendra du temps. Essayer de chercher via les... Nous n'avons pas de temps, dit Sophie d'un ton dur. Tu as lu les messages. Dans un mois, on peut clôturer. C'est à propos de moi. Dans un mois, il prendra tout et disparaîtra. Et je n'aurai plus rien. Et toi, tu es la suivante. Pour toi aussi, c'est une question de semaines. Un frisson me parcourut le dos. Elle avait raison. Il n'y avait pas de temps. D'accord, dis-je. Que proposes-tu? Pour commencer, échangeons toutes les informations que nous avons. Je te donne une copie des échanges, tu me donnes l'enregistrement vidéo. Ensuite, nous commencerons à chercher les autres. En parallèle, je vais essayer de découvrir qui est ce V. J'ai une connaissance dans la police. Peut-être pourra-t-il vérifier des informations. Et moi, je vais essayer d'en savoir plus sur ce local prétendument loué en mon nom, ajoutai-je. Il se trouve dans le même centre d'affaires que mon bureau, au 21e étage. Je veux voir ce qu'il y a là-bas. Fais très attention, prévint Sophie. S'il comprend que tu sais quelque chose... Je sais, répondis-je en serrant les poings. Je garderai le change. Je me comporterai comme d'habitude. Nous discutâmes encore une vingtaine de minutes des détails, échangeâmes nos coordonnées, convînmes de nous appeler chaque jour. Quand nous sortîmes du café, la nuit commençait à tomber. « Marina » m'appela Sophie alors que je montais déjà dans le taxi. « Tenez bon, nous allons y arriver. Nous y arriverons, c'est certain. » Je hochai la tête, sans me fier à ma voix. Je m'assis dans la voiture et donnai l'adresse du centre d'affaires. En route, je consultai mon téléphone. 3 appels manqués de Laurent. 2 messages. « Où es-tu » et « Appelle-moi, je m'inquiète ». Je composais son numéro. « Marina, enfin. » Il était visiblement inquiet. « Où as-tu disparu ? Je t'appelais. Tu ne répondais pas. » Désolé. J'étais en rendez-vous avec un client. Le téléphone était dans mon sac. Je n'ai pas entendu. J'étais en rendez-vous avec... Tu rentres déjà à la maison ? Non, je passe encore au bureau. J'y ai oublié des documents. Ma chérie, il est déjà 20 heures. Tu ne peux pas les prendre demain ? Tu es fatiguée. Il y avait de la sollicitude dans sa voix. Une sollicitude sincère, chaleureuse. Ou un jeu parfaitement maîtrisé. Non, j'en ai besoin demain matin. Je passe vite et je rentre. D'accord. Alors je vais préparer le dîner. Qu'est-ce que tu veux ? Peu importe. Surprise. Marché conclu. Je t'aime. Moi aussi, répondis-je automatiquement, et je me détestais aussitôt pour ce mensonge. Le centre d'affaires m'accueillit avec une lumière douce dans le hall et le silence. La plupart des bureaux étaient déjà fermés. Je montai au 21e étage et sortis dans le couloir. Le local numéro 206. Je le trouvais au bout du couloir. Une porte de bureau ordinaire, verre dépoli, aucun signe distinctif. J'essayais d'ouvrir, fermé à clé. Je restais là, à écouter. Le silence. Personne. Je sortis mon téléphone et appelai Igor Bergman. Marina Leclerc. Il décrocha immédiatement. Il s'est passé quelque chose ? Igor Bergman. Pouvez-vous vérifier au nom de qui est loué le local 206 au 21e étage ? Bruissement de papier, cliquetis de clavier. 1 minute. Voilà. Local 206. Locataire E. I. Leclerc Marina. Contrat établi le 27 octobre. Payé 3 mois d'avance. Donc c'était vrai. C'était bien à mon nom. Pouvez-vous ouvrir ce local ? Vous avez des passe-partout ? Oui, mais pourquoi ? S'il vous plaît, c'est très important. Je vous expliquerai quand nous nous verrons. D'accord,
Descendez au 3e étage, je monterai dans 5 minutes. Nous nous retrouvâmes devant le local. Igor Bergman sortit silencieusement un trousseau de clés, choisit la bonne et ouvrit la porte. « J'entre le premier, » dit-il. « Par précaution. » Il entra, alluma la lumière. Je le suivis. Le local était petit, une trentaine de mètres carrés. Rénovation récente, presque pas de meubles. Juste une table, quelques chaises, une armoire contre le mur. Sur la table, un ordinateur, une imprimante, des piles de documents. Je m'approchai de la table et me mis à feuilleter les papiers. Des contrats, des dizaines de contrats, à différents noms, avec différentes sociétés. Je commençai à lire et sentis le froid m'envahir. Des contrats de fourniture de marchandises inexistantes, des contrats fictifs, des factures falsifiées. Tout était établi au nom de mon entreprise individuelle. « Mon Dieu, » murmurai-je. « Il utilise mon nom pour blanchir de l'argent. » Igor Bergman regarda par-dessus mon épaule. « C'est grave, » dit-il à voix basse. « Très grave. Si cela éclate, vous risquez d'être accusé d'escroquerie à grande échelle. » Mais je n'ai rien fait. Je ne savais même pas que ce local existait. Je vous crois. Mais du point de vue de la loi, vous êtes la propriétaire de l'entreprise individuelle sur laquelle tout est établi. La locataire de ce local. Les signatures sur les contrats sont les vôtres. Elles sont falsifiées. Prouvez-le. Il me fixa d'un regard lourd. Marina Leclerc, il vous faut un bon avocat. De toute urgence. Et il faut déposer plainte pour escroquerie. Tout de suite, tant qu'il est encore temps. Je m'affaissai sur une chaise, sentant mes jambes céder. Mais si je vais à la police, il le saura. Il détruira toutes les preuves. Il disparaîtra. Et je ne pourrai rien prouver. Et si vous n'y allez pas, lorsque ce montage sera découvert, et il le sera, tôt ou tard, la responsable, ce sera vous. Votre nom, vos documents, votre signature. Je fermai les yeux. Le piège s'était refermé. Un piège parfait, pensé dans les moindres détails. Quoi que je fasse, je perdrai. Donnez-moi un jour, dis-je. Un seul jour. J'ai besoin de vérifier certaines choses, de rassembler des preuves. Et demain matin, j'irai à la police. Je vous le promets. Igor Bergman me regarda longuement. Puis il hocha la tête. Un jour, Bergman me regarda. Mais soyez prudente. Et au moindre problème, appelez-moi immédiatement. Je sortis du local sur des jambes de coton, m'assis dans la voiture, posai la tête sur le volant. J'avais envie de pleurer, de crier, de frapper les murs à coups de poing. Mais il n'y avait pas de larmes, seulement une colère froide et une détermination implacable. Il voulait me détruire, me transformer en marionnette, puis me jeter, me laissant avec une montagne de dettes étrangères et des accusations d'escroquerie. Mais je ne le laisserai pas faire. Je démarrai la voiture et rentrai à la maison. J'entrerai dans l'appartement, je l'embrasserai sur la joue, je sourirai. Je lui demanderai ce qu'il a préparé pour le dîner. Je parlerai du travail, des clients, de futilité. Et pendant ce temps, je réfléchirai, je planifierai, je chercherai le moyen de renverser la situation. Parce que j'ai quelque chose qu'il n'a pas. Je connais la vérité. Et lui pense que je suis encore une idiote aveugle qui lui fait confiance. Et c'est ma seule arme. Le téléphone sonna. Laurent. Marina, tu arrives bientôt? Oui, je suis en route. 20 minutes et je serai à la maison. Parfait. J'ai préparé tes pâtes préférées. Et j'ai ouvert le vin. Merci, mon cœur. À tout à l'heure. J'ai raccroché. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Un visage pâle, fatigué, mais dans les yeux, de l'acier. Le jeu avait commencé. Et cette fois, c'est moi qui gagnerais. L'appartement m'accueillit avec l'odeur des herbes italiennes et une musique douce. Laurent se tenait dans la cuisine, en tablier, remuant quelque chose dans une poêle. Il se retourna, sourit. Enfin, je commençais à croire que tu avais décidé d'y passer la nuit. Il s'approcha, m'embrassa sur la joue. Ça va? Tu es fatigué? Je me forçai à lui sourire. Un peu. La journée a été folle. Je passai dans le salon, ôtai mes chaussures, accrochai ma veste. Qu'est-ce que tu cuisines? Ça sent divinement bon.
Des pâtes aux fruits de mer. Cuisine. Tes préférés. Il retourna vers la plaque. Va te rafraîchir. Dans 5 minutes, tout sera prêt. J'entrai dans la salle de bain, fermai la porte, m'appuyai sur le lavabo. Je regardais mon reflet. Il fallait tenir, être naturel, ordinaire. Il ne devait rien soupçonner. Au dîner, nous parlions de banalités. Laurent racontait sa réunion au travail, se plaignait de la direction, plaisantait. J'écoutais, hochais la tête, riais parfois. En apparence, tout était comme d'habitude. Mais à l'intérieur, chaque cellule hurlait de rage et de douleur. Je le regardais. Son visage familier, ses mains qui m'avaient tant de fois enlacé, ses yeux dans lesquels j'avais plongé pendant 14 ans, et je ne le reconnaissais plus. Qui était cet homme? Comment avais-je pu vivre à ses côtés tant d'années sans rien voir? Tu as l'air pensive, remarqua-t-il en me servant du vin. Tout va bien? Oui, je suis juste fatigué. Beaucoup de travail. Je bus une gorgée. Et toi, comment ça se passe au boulot? Tu disais que la réunion était importante. Oh, ne m'en parle pas. Il fit un geste de la main. Toujours ces rapports interminables, la planification du trimestre, une mortelle ennuyeuse. Mais ils promettent une augmentation à partir du nouvel an, environ 15%. Je l'écoutais et je pensais. Disait-il la vérité ou mentait-il? Avait-il seulement ce travail? Ou était-ce aussi une partie de sa légende? Combien de choses, dans tout ce qu'il m'avait raconté au fil des années, étaient vraies? Après le dîner, il proposa de regarder un film. Nous nous assîmes sur le canapé. Il passa un bras autour de mes épaules. Je restais immobile, sentant chaque contact me brûler la peau. J'avais envie de me dégager, de crier, de le frapper. Mais je restais là, les yeux fixés sur l'écran, sans rien voir. « Marina, » dit-il soudain en caressant ma main, « et si on partait quelque part en janvier? En vacances? À la mer, par exemple? Ou à la montagne? En janvier? Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti. » Je me tournai vers lui. « En janvier? C'est dans un mois à peine. » « Et alors? Pourquoi pas? Tu peux bien prendre des congés. Moi aussi. On s'envole quelque part pour 2 semaines. On se repose de tout ça. En janvier, dans un mois. » Sophie avait dit, « Dans un mois, on peut clôturer. » Voilà son plan. M'emmener en vacances, et pendant ce temps, terminer ses affaires et disparaître. « On va y réfléchir, » répondis-je prudemment. « Je regarderai mon planning au travail. » « D'accord, mais réfléchis-y sérieusement, d'accord? On a tous les deux besoin de repos. » Il m'enlaça de nouveau, et je sentis tout se contracter en moi de dégoût. Mais je me forçai à me blottir contre son épaule, à feindre la détente. À 23 heures, je dis que je voulais dormir. Nous nous couchâmes. Il m'enlaça, m'embrassa dans le cou. « Bonne nuit, mon amour. » « Bonne nuit. » Je restais allongé dans l'obscurité, à écouter sa respiration. Peu à peu, elle devint régulière, profonde. Il s'endormit. Et moi, je restais les yeux ouverts, à planifier. Demain matin, je retrouverai Sophie. Nous commencerons à chercher les autres femmes de cette correspondance. Nous unirons nos efforts, rassemblerons des preuves. Puis nous irons à la police. Ensemble, nous aurons plus de chance. Mais d'abord, je devais comprendre qui était ce V, le coordinateur, le cerveau de l'opération. Sans lui, toute la chaîne s'effondrerait. Je me levai silencieusement du lit, passai dans le salon. Laurent avait laissé son téléphone en charge dans la cuisine. Je le pris, essayai de le déverrouiller. Un code. 6 chiffres. J'essayai sa date de naissance. Ça ne marcha pas. La date de notre mariage. Toujours pas. La date de naissance de sa mère. Encore raté. Le téléphone chauffait dans ma main. Encore une tentative, et il se bloquerait. Je réfléchis. Quel code avait-il pu choisir? Et soudain, une évidence me frappa. Je composais 6 chiffres. Le 27 septembre 2012. Je compose la date de la mort de ma mère. Le téléphone se déverrouilla. Je restais debout dans la cuisine, le téléphone d'un autre dans les mains, envahi par la nausée. Il avait choisi comme mot de passe la date de la mort de ma mère. Le jour le plus terrible de ma vie. Le jour où j'avais failli me briser.
le jour où il était censé me sauver. Mes mains tremblaient, mais je me forçais à me concentrer. J'ouvris la messagerie. Plusieurs discussions. Des échanges avec des collègues de travail. Banals, professionnels. Des échanges avec moi. Des messages tendres, des cœurs, des projets pour la soirée. Et une discussion sans nom. Juste la lettre V comme contact. Je l'ouvris. Le dernier message datait de ce soir. Elle se doute de quelque chose. Aujourd'hui, elle a posé des questions étranges. La réponse arriva presque aussitôt. Accélère. 2 semaines. Et clôture le projet. N'attends pas 1 mois. Compris. Mais il faut être prudent. Elle est intelligente. Elle peut remarquer quelque chose. Ton problème. J'ai encore 4 objets en préparation. Je ne veux pas prendre de risques à cause de ton erreur. Tout sera propre. Je te le promets. Je remontais dans la discussion. Les messages de la semaine écoulée. Des discussions sur des montages financiers, des montants, des pourcentages. Des mentions de différentes femmes par des numéros. Une planification froide de vie d'autrui. Et soudain, un message attira mon attention. L'objet 7 a commencé à creuser. Elle a trouvé l'adresse d'enregistrement, a rencontré la locataire de l'appartement. Il faudra la clôturer plus tôt. Combien as-tu réussi à sortir? Environ 70%. L'appartement est réattribué, les comptes sous contrôle. Le reste n'est pas critique, on peut laisser. Clôture. Et fais attention avec l'objet 9. Ne répète pas l'erreur. L'objet 7. C'était Sophie. Donc il savait qu'elle soupçonnait quelque chose. Il savait pour l'adresse. Peut-être savait-il même qu'elle m'avait rencontré. Il savait. Un frisson glacé me parcourut le dos. S'il savait pour Sophie, il apprendrait bientôt pour moi. S'il ne le savait pas déjà. Je fis rapidement des captures d'écran de toute la conversation, me les envoyais par mail. Puis j'effaçais les messages envoyés de son téléphone, vidais l'historique, reposais le téléphone sur le chargeur, retournais dans la chambre, me couchais. Laurent marmonna quelque chose dans son sommeil, se tourna sur le côté. Je restais allongé près de lui, à réfléchir. 2 semaines. Je n'avais que 2 semaines avant qu'il ne clôture le projet, c'est-à-dire qu'ils prennent tout et disparaissent, me laissant avec une montagne de dettes et des accusations. Il fallait agir vite, très vite. Le matin, je me réveillais avant le réveil. Laurent dormait encore. Je me levais silencieusement, m'habillais, sortis de l'appartement. Je lui écrivis un message. Parti tôt, rendez-vous urgent avec un client. On se voit ce soir. Je montai dans la voiture et pris la route du bureau. En chemin, j'appelai Sophie. Allô? Sa voix était encore endormie. C'est Marina. Désolé de t'appeler si tôt. Mais c'est urgent. Il sait. Il sait que tu soupçonnes quelque chose. Un silence. Puis une inspiration brusque. Comment tu le sais? J'ai lu sa correspondance. Hier nuit. Il parle de toi. Ils vont clôturer plus tôt que prévu. Sophie, tu dois être très prudente. Mon Dieu. Sa voix trembla. C'est-à-dire qu'il peut... Je ne sais pas ce qu'il peut faire. Mais je sais que nous n'avons presque plus de temps. Il faut qu'on se voie d'urgence. Aujourd'hui. Tout de suite, si tu peux. Je peux. Où? Au même endroit qu'hier. Dans 1 heure. J'arrivais la première au café. Je commandais un café, m'assis près de la fenêtre. J'attendais. Sophie arriva 20 minutes plus tard. Elle avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux, vêtue négligemment. « Je n'ai presque pas dormi », dit-elle en s'asseyant en face de moi. « J'ai réfléchi toute la nuit. Pas dormi, dit Marina. Et s'il était dangereux? Physiquement, je veux dire. Et si, quand on le démasque, il... N'y pense pas, l'interrompis-je. Là, il faut se concentrer sur les preuves. J'ai toute sa correspondance avec ce V. J'ai fait des captures d'écran. Voilà. Je lui montrai mon téléphone. Sophie lisait, et son visage devenait de plus en plus pâle. L'objet 7. C'est moi, murmura-t-elle. Ils parlent de moi comme d'une chose, comme d'un bien. Pour eux, nous ne sommes qu'une source de revenus, corrigeai-je. Rien de personnel. Mais comment a-t-il pu? Nous avons été ensemble 14 ans. Nous avions des projets, des rêves. Sa voix se brisa.
14 ans? Je tressaillis. Moi aussi. Exactement 14. Nous nous regardâmes. Ce n'est pas une coïncidence, dit lentement Sophie. 14 ans. Cela veut dire qu'il a commencé avec nous en même temps, à la même période. Ou bien c'est une durée standard chez eux, supposai-je. 14 ans. Suffisamment pour entrer totalement en confiance, créer une histoire, entremêler les vies au point qu'il soit impossible de les démêler. Il faut trouver les autres, dit Sophie avec détermination. Les autres objets, voir combien d'années elles ont passé avec eux. Peut-être qu'il y a un schéma. Nous sortîmes nos ordinateurs portables et commençâmes à travailler. Sophie cherchait sur les réseaux sociaux à partir des bribes d'informations trouvées dans la correspondance. Moi, je parcourais des forums, des groupes d'entraide, des sites pour femmes trompées. Au bout de 2 heures, nous trouvâmes la première. Une femme nommée Claire, à Paris, propriétaire d'un salon de beauté. Dans un groupe, elle avait publié un message 1 mois plus tôt. Mon mari a vidé les comptes du salon et a disparu. La police dit que c'est une affaire familiale, débrouillez-vous. Que faire? Je lui écrivis en message privé. Je me présentais, demandais si son mari s'appelait Laurent. Écrivis en message privé. La réponse arriva 10 minutes plus tard. Oui. Comment le savez-vous? Nous nous appelâmes. Claire était au bord de la crise de nerfs, parlait de façon décousue. Mais je saisis l'essentiel. Elle s'était rencontrée il y a 15 ans. Il l'avait aidée à ouvrir son entreprise, la soutenait en tout. Il y a 6 mois, il l'avait convaincue de réenregistrer une partie des actifs. Et il y a 3 semaines, il avait disparu, emportant tout l'argent des comptes. 15 ans, répétai-je lorsque l'appel se termina. Elle, 15. Nous, 14. On dirait vraiment qu'ils ont un calendrier. Cela veut dire que nous sommes les prochaines, constata sombrement Sophie. Après nous, il s'attaquera à d'autres. Et ainsi de suite, à l'infini. Pas à l'infini, dis-je fermement. Nous allons l'arrêter. À l'heure du déjeuner, nous trouvâmes encore 2 femmes. L'une, de la banlieue de Bruxelles, comptable dans une grande entreprise. Son mari s'appelait aussi Laurent, et il avait disparu avec son argent. La seconde, une médecin d'Amsterdam. Une histoire similaire. Au total, cela faisait 5. 5 femmes, trompées de la même manière. Peut-être même par le même homme, ou par plusieurs, travaillant selon le même schéma. Il faut que nous nous rencontrions toutes ensemble, proposa Sophie. Unir nos preuves, rédiger une plainte commune à la police. D'accord. Mais cela prendra du temps, et nous n'en avons pas. Je regardais l'heure. Il était déjà 2 heures de l'après-midi. J'ai encore quelque chose à vérifier. J'ai une idée. Laquelle? Ce V, le coordinateur. Peut-être que si nous découvrons qui il est, nous pourrons remonter tout le réseau, comprendre l'ampleur de l'opération. Mais comment? Nous n'avons qu'une lettre, pas même un numéro de téléphone, il communique via une messagerie. Je réfléchis, puis je me souvins. Dans les échanges, il était question d'un rendez-vous. Attends, je vais retrouver ça. Dans les échanges, je fis défiler les captures d'écran. Voilà. On se retrouve à l'endroit habituel vendredi à 19 heures. Il faut discuter des nouveaux candidats. Aujourd'hui, on est jeudi, dit Sophie. Donc demain. Mais c'est où, cet endroit habituel? Je ne sais pas. Mais demain, je peux suivre Laurent, voir où il va le soir. C'est dangereux. S'il te remarque, il ne me remarquera pas. Je serai prudente. Je lui pris la main. Sophie, c'est notre chance. Si on découvre qui est ce V, on pourra détruire tout leur système, se sauver nous-mêmes et sauver d'autres femmes qu'ils n'ont pas encore eu le temps de tromper. Elle hésita, puis hocha la tête. D'accord, mais je viens avec toi. Non. Si quelque chose tourne mal, tu dois être en sécurité. Tu as toutes les preuves, toutes les informations. S'il m'arrive quelque chose, tu devras aller à la police. Marina, s'il te plaît. C'est la seule option correcte. Nous passâmes encore 1 heure à discuter des détails. Nous convînmes de nous appeler toutes les heures. Si je ne donnais pas signe de vie, Sophie appelait immédiatement la police. Le soir, je rentrais à la maison. Laurent était là, en train de regarder quelque chose à la télévision. « Salut ma chérie. »
Il se leva et m'embrassa. Comment s'est passée ta journée? Ça va. Beaucoup de travail. Je passai à la cuisine, me servis un verre d'eau. Et toi? Oh, la routine. Il me suivit. Écoute, demain soir, je vais rentrer tard. Une rencontre avec un partenaire de travail. Je ne serai peut-être pas là avant 10 heures. Mon cœur fit un bond. Donc c'était vrai. Demain soir, le rendez-vous avec V. D'accord, dis-je d'un ton indifférent. Moi aussi, je risque de rentrer tard. J'ai un rendez-vous avec un client. Parfait. Alors on dîne tard, où chacun grignotera quelque chose. Il m'enlaça par la taille, posa ses lèvres sur mon cou. Je fermai les yeux, serrai les dents. Encore un peu. Juste un tout petit peu à tenir. Serrer les dents. On regarde quelque chose? Proposa-t-il. Ou tu es trop fatigué? On peut regarder, acceptai-je. Nous nous assîmes sur le canapé. Il lança un film. J'étais assise à côté de lui, sentant la chaleur de son corps, entendant sa respiration, et je ne pensais qu'à une chose. Demain. Demain soir, tout se décidera. Je saurai qui est V. J'obtiendrai les dernières preuves. Et après-demain, j'irai à la police avec tout ça. Et alors, son monde parfaitement construit s'effondrera. Comme le mien s'est effondré quand j'ai appris la vérité. La nuit, je fis des cauchemars. Je courais dans un couloir sombre. Quelqu'un me poursuivait. Je trébuchais, tombais, me relevais et courais encore. Et une voix derrière moi criait « Objet neuf, arrête-toi !» Je me réveillai en sueur. Laurent dormait à côté de moi, un bras étendu. Dans l'obscurité, son visage me paraissait inconnu, étranger. « Qui es-tu » pensai-je. « Qui es-tu vraiment ?» Mais il n'y eut pas de réponse. Seulement le silence et la respiration régulière de l'homme avec qui j'avais vécu 14 ans et que je n'avais jamais connu. Je me levai et allai à la fenêtre. La ville dormait. De rares voitures glissaient dans les rues nocturnes. Quelque part, dans cette immense ville, se trouvait une personne nommée V, la coordinatrice, le cerveau de toute l'opération. Demain, je saurai qui elle est, et alors commencera la véritable chasse. Mais cette fois, la proie, ce ne sera pas moi. L'aube me trouva à la fenêtre. Je n'avais pas réussi à me rendormir. Je restais simplement assise, regardant le ciel s'éclaircir. La ville se réveillait. Un nouveau jour commençait, le dernier jour de mon ancienne vie. Parce qu'après demain soir, tout changera. Soit je détruis leur système, soit ils me détruisent. Il n'y a pas de troisième option. Le vendredi commença comme un jour ordinaire. Laurent partit travailler à 9 heures du matin, me souhaita une bonne journée et promit de rentrer tard. Travailler à 9 heures du matin. J'attendis que la porte se referme derrière lui, comptai 5 minutes et sortis à mon tour de l'appartement. Je passais toute la journée au bureau, essayant de travailler et me perdant dans des pensées anxieuses. Les clients entraient, sortaient. Je conseillais, signais des documents, parlais au téléphone. Automatiquement, en pilote automatique. Mon esprit était occupé par une seule chose. Le soir. À 6 heures, j'appelais Sophie. « Prête ?» demanda-t-elle. « Prête. Il a dit que la rencontre était à 7 heures. Il quittera donc son bureau vers 18h30. Tu es sûr de vouloir faire ça? Absolument. C'est notre chance. Alors bonne chance. Et sois prudente. Appelle-moi toutes les demi-heures. À 18h30, j'étais déjà assise dans ma voiture, en face de l'immeuble où travaillait Laurent. Enfin, où il était censé travailler. Je n'étais même pas certaine qu'il y travaille réellement. Peut-être que cela aussi faisait partie de la légende. Mais à 18h40, il sortit de l'entrée. Je le reconnus immédiatement. Sa démarche familière, son manteau familier. Il regarda autour de lui, sortit son téléphone, tapa quelque chose. Puis il se dirigea vers sa voiture sur le parking. Je démarrai le moteur, prête à le suivre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre de l'extérieur. Laurent quitta le parking et tourna à droite. J'attendis quelques secondes, puis le suivis, en gardant une distance de 2 ou 3 voitures. Il roulait calmement, sans se presser, respectant la vitesse. Un homme ordinaire se rendant à un rendez-vous ordinaire.
Nous traversâmes tout le centre, puis il tourna en direction des quais. Je me tendis. Où allait-il? Ce n'était pas un quartier d'affaires. Il y avait surtout des restaurants, des bars, des hôtels. Laurent se gara près d'un petit restaurant. Je m'arrêtai un peu plus loin, de l'autre côté de la rue. Je le regardais sortir de la voiture, ajuster son manteau et entrer. Après avoir attendu quelques minutes, je sortis à mon tour. Je m'approchai du restaurant. C'était un établissement calme et cher, à la lumière tamisée, avec de grandes baies vitrées. Je regardais à travers la vitre. Laurent était assis à une table au fond de la salle, et en face de lui, je me figeais. En face de lui était assise une femme. Pas un homme. Une femme. 45 ans, peut-être 50. Élégante, en tailleur coûteux, avec une coupe courte. Il parlait, elle lui montrait quelque chose sur une tablette. Il hochait la tête. Donc V était une femme. Je sortis rapidement mon téléphone et les pris en photo à travers la vitre. Puis, j'entrai dans le restaurant. Je m'assis à une table à l'autre bout de la salle, d'où je pouvais bien les voir tous les deux. Je commandai du vin, sortis mon téléphone et fis semblant de lire mes mails. En réalité, j'écoutais. Ils parlaient à voix basse, mais la salle n'était pas pleine, et des bribes de leur conversation me parvenaient. L'objet neuf est prêt à environ 60%, disait Laurent. Encore 2 semaines, et on pourra… Non,